Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, aujourd'hui, c'est Caroline Janvier. Bonjour, vous êtes députée du Loiret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à l'origine d'une tribune et surtout qui est paru dans Le Monde il y a quelques jours, mais vous êtes surtout à l'initiative de l'élaboration d'une proposition de loi visant à la prévention et à la sensibilisation des parents face aux écrans. C'est vrai que la surexposition des enfants aux écrans semble vraiment évidente. On a tous vu dans les restaurants, un petit peu dans les trains, des enfants de moins de 3 ans coller le nez sur un iPad, sur un écran de télé. C'est une tentation qu'on a tous eue étant parents pour calmer un enfant. Or, vous dites que cette surexposition aujourd'hui pourrait être le mal du siècle. Alors racontez-nous un petit peu le cheminement de cette proposition de loi. Alors, oui, vous avez raison. Déjà, ma réflexion part du constat que les enfants sont exposés devant des écrans de plus en plus longtemps et de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, un enfant de 2 ans est exposé en moyenne 1 heure par jour devant un écran. Pour les 3 à 10 ans, c'est 2 heures par jour. Et on a un tiers des 0-3 ans qui prennent leur repas devant un écran. Or, on connaît de mieux en mieux les effets de cette exposition aux écrans sur beaucoup de fonctions, sur le développement du cerveau, sur l'acquisition du langage, mais aussi sur le sommeil, sur les interactions sociales, sur l'alimentation. Et donc, il y a urgence à prendre conscience et à réguler finalement cet usage des écrans. Oui, c'est un phénomène croissant, évidemment, puisque les écrans se multiplient. Quand vous dites un enfant passe 1 heure, 2 heures devant un écran, c'est un écran qui est allumé ou il est réellement fixé devant un écran, c'est-à-dire que c'est un programme qu'on lui montre? Alors, non, c'est un enfant qui est effectivement devant un écran, que ça soit une télévision, une tablette, un ordinateur, un téléphone. Et c'est malheureusement encore plus ennuyeux quand il n'y a pas d'interaction avec le parent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation de cette exposition. Oui. Et est-ce qu'on connaît réellement, parce que j'avais reçu, alors j'ai oublié son nom, une psychologue qui a écrit un livre sur le sujet et qui a été très très contestée quand elle a parlé de troubles autistiques. Alors elle est revenue un petit peu en arrière, mais elle alertait quand même sur des troubles du comportement. Est-ce qu'on a aujourd'hui des études ou en tout cas des preuves qu'il y a un effet de ces écrans sur le développement de l'enfant ? Alors non, le lien entre l'apparition de troubles du spectre autistique et l'exposition aux écrans a été refuté très clairement par les autorités de santé, par les experts scientifiques. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que j'établis un lien, une corrélation, grâce à un certain nombre d'études anglo-saxonnes, mais aussi françaises, sur, d'une part, les troubles primaires du langage, un risque d'une multiplication par 6 de ces troubles en cas de surexposition aux écrans, sur le sommeil, 1 heure de sommeil, eh bien, ça donne 15 minutes, 1 heure d'exposition aux écrans, 15 minutes de sommeil en moins. Sur l'obésité, ça multiplie les risques d'obésité, et sur les apprentissages de façon générale. Et c'est assez intuitif dans le sens où, quand on est exposé face à un écran, eh bien, ça stimule le cerveau, ça génère de l'excitation, ça diminue le sommeil et donc ça diminue à la fois les capacités de concentration, de mémorisation. Et c'est d'ailleurs un constat fait par les experts qui est relayé par, je dirais, les constats de terrain. Beaucoup d'enseignants vous disent qu'ils savent parfaitement voir un enfant qui, le matin, a été mis face à un écran avant d'arriver à l'école et qui va moins bien apprendre, ou qui a regardé la télévision avant de se coucher et qui va moins bien retenir, par exemple, sa poésie, qu'un enfant qui n'a pas été exposé. Un auditeur me dit c'est générationnel. Dans les années 70, la même
éphémère. Après, ça a été les jeux vidéo et encore la télé avec les dessins animés japonais. Le problème ne vient-il pas des parents? Moi, je ne suis pas devenu un tueur en série à cause des écrans. C'est pas exactement là. Il parle de génération, c'est vrai. Il y a la multiplication des écrans fait que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus courant aujourd'hui de mettre des enfants devant des écrans. Moi, j'ai des enfants grands, je les ai mis devant des dessins animés avec la cassette, etc. Mais c'était à un moment donné. Là, aujourd'hui, on voit que le téléphone sert à calmer un enfant. On le met devant une vidéo et il est littéralement hypnotisé. C'est là aussi où vous alertez. Et où il faut faire de la prévention. C'est le sens aussi de... C'est très différent de ce qui a pu se passer il y a une quinzaine d'années, ou même 30 ans. Tout à fait. La vraie différence, c'est ce que vous dites, parce que la télévision existe depuis longtemps, c'est l'omniprésence des écrans. Et donc le fait qu'effectivement, on puisse à tout moment mettre notre enfant devant un écran. Il y a même maintenant des constructeurs de poussettes qui prévoient un espace pour ces écrans-là. Et encore une fois, je ne suis pas dans une approche technophobe, mais vraiment, l'idée, c'est de dire il faut former les professionnels, informer les parents de façon très précise sur les risques. Et votre auditeur parle de devenir un tueur en série. Évidemment, personne ne dit ça. Et il y a aussi beaucoup d'attaches aux écrans, à la technologie, quand on les utilise de façon correcte. En revanche, il faut savoir qu'avant 3 ans, eh bien, c'est tout à fait dommageable au développement de l'enfant, que ça va avoir après 3 ans des résultats sur ses apprentissages et sa réussite scolaire, et qu'il faut réguler l'usage des écrans dans les lieux d'accueil des enfants, former les professionnels, sensibiliser les parents, et pourquoi pas, c'est aussi une des propositions que je fais, mettre des messages d'information et de prévention sur tous ces écrans. Donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire ni de culpabiliser les parents, mais plutôt de construire une politique de santé publique, de prévention sur cette question-là. Est-ce que vous êtes prise au sérieux avec cette proposition de loi? Pardon de poser la question aussi brutalement, mais est-ce que c'est un sujet qui peut intéresser les pouvoirs publics? Tout à fait. J'y travaille depuis maintenant 2 ans et ma proposition de loi a beaucoup intéressé mes collègues du groupe La République En Marche, mais pas seulement. Elle a été d'ailleurs reprise par mon groupe. Alors après, il y a beaucoup de sujets on n'a pas tous le temps de les inscrire à l'ordre du jour et de les voter. J'ai eu des échanges avec les ministres Adrien Taquet, Jean-Michel Blanquer et même Cédric O. Je recevrai d'ailleurs Cédric O et Adrien Taquet la semaine prochaine pour en parler. Donc oui, c'est un sujet qui est pris tout à fait au sérieux. La question, c'est de savoir comment est-ce que effectivement on construit des outils par rapport à ça, comment est-ce qu'on organise de la prévention sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut faire justement, parce que c'est tellement facile de mettre un écran devant un enfant que même si on sait qu'il peut y avoir des conséquences, ça va peut-être être plus fort que le parent. Eh bien, il y a 2 choses. D'une part, il faut connaître, et encore une fois, ne pas diaboliser, c'est-à-dire connaître ces fameuses balises qui nous sont proposées notamment par Serge Tisseron, qui sont les 3, 6, 9, 12, c'est-à-dire pas d'écran avant 3 ans, éviter ensuite, évidemment, limiter et pas d'Internet avant 9 ans. Mais il faut aussi proposer des alternatives. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se font, beaucoup d'applis ou d'outils qui font appel uniquement à l'oral, avec des radios pour les enfants par exemple, des jeux de société. Il y a des élus locaux qui organisent par exemple des après-midi jeux de société, qui proposent ça aux parents, des associations aussi qui travaillent là-dessus, sur aussi d'autres jeux collectifs, pourquoi pas en plein air également. Donc l'idée, c'est vraiment de construire des alternatives à l'écran et d'inscrire ça dans les politiques publiques que l'on construit à la fois au niveau national, comme le fait l'assurance maladie pour d'autres sujets, mais aussi au niveau local. Moi, je constate qu'il y a beaucoup d'initiatives par des parents, par des enseignants, par des éducateurs, beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions-là et il faut, à mon avis, le dupliquer. Laurence nous dit, une auditrice, mais il y a dessins animés et dessins animés. Est-ce que c'est le contenu ou est-ce que c'est la technologie qui pose problème, ou les deux? Alors, ce sont les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que la question de l'exposition, elle comporte plusieurs aspects. Il y a évidemment la durée d'exposition, plus elle est importante, plus ça a des effets. L'âge de l'enfant, je l'ai dit plusieurs fois. Et il y a une autre question qui est celle du contenu. Et là, ça pose un certain nombre de sujets. Sur lequel d'ailleurs il y a eu beaucoup de propositions sur la plateforme Purpose, qui est donc la plateforme dédiée à cette consultation. Je vous invite à aller la voir,
P, O, Z. Et là, j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent sur la question de la pornographie, avec des enfants qui sont exposés à des contenus qui sont pornographiques, la question du harcèlement, évidemment, la question des addictions aux réseaux sociaux. Donc, on voit bien qu'en réalité, il y a quelque part deux sujets. Il y a celui de l'outil, de l'usage en tant que tel et de la technologie, et il y a le sujet des contenus avec ce que peuvent visionner évidemment ces enfants-là. Oui, mais oui, il y a à la fois l'outil, donc vous le dites, et puis les dessins animés. Regardez un écran le matin avant l'école est associé à 3 fois plus de risques de présenter un trouble primaire du langage. Comment on l'explique ça ? Parce que ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas d'interaction en fait? Parce qu'on se dit au contraire, quand on voit un dessin animé, l'enfant entend parler, donc ça devrait l'aider à acquérir le langage. Ça, c'est une idée reçue? Tout à fait, parce qu'en réalité, on voit bien que tous les contenus, même pédagogiques, qui figurent dans des vidéos, on a le sentiment parfois qu'effectivement, avec une vidéo, on va pouvoir avoir la même qualité d'apprentissage pour l'enfant que lors d'une interaction avec un enseignant. Les experts en neurosciences nous montrent que non, que le cerveau humain a besoin de cette interaction, a besoin de pouvoir manifester sa compréhension, son incompréhension, et que son interlocuteur, en retour, puisse éventuellement rectifier son explication, la façon dont il communique. Donc on voit bien que, ce que nous montrent en tout cas ces analyses-là, c'est que non, la vidéo, le dessin animé, le support digital n'a pas du tout les mêmes effets qu'effectivement un échange avec une personne, un adulte ou un enfant même. Il y a également la question, parce que vous dites trouver des alternatives, il y a la question aussi du niveau social, c'est-à-dire que des parents qui travaillent, qui sont parfois désemparés, qui sont seuls, n'auront peut-être pas la même réaction ou la même attitude que des parents de statut social plus élevé. Tout à fait. Il y a une question d'égalité des chances dans cet enjeu-là, puisqu'on voit bien que certains parents, et je cite souvent l'exemple des cadres de la Silicon Valley qui mettent leurs enfants dans des écoles sans écran, parce qu'eux sont particulièrement bien informés des risques, et on a tout un tas effectivement de parents qui soit n'ont pas ces informations-là, ont quelques doutes sur le fait qu'effectivement une exposition trop importante a des risques, mais minimisent ces effets-là, et tout simplement n'ont pas d'autre solution quand vous êtes effectivement une famille monoparentale, que vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas forcément de solution. C'est pour ça qu'il faut construire des alternatives et qu'il faut que, encore une fois, les élus locaux, les élus nationaux appellent et soutiennent des initiatives qui permettent justement de proposer, pourquoi pas, moi j'ai des élus locaux qui me disent il faudrait que l'école, sur le lieu de l'école, on ait davantage de possibilités d'articuler des activités périscolaires, voilà, pour que tout le monde, pour que tous les enfants, plutôt que de rentrer chez eux et de se coller devant la télé, puissent faire du sport, puissent avoir plus d'activités culturelles, artistiques. Ça, c'est aussi, à mon avis, une initiative qu'il faudrait soutenir. Stéphane demande s'il faut autoriser des plages horaires des diffuseurs TV pour enfants. C'est déjà plus ou moins le cas, en fait. Les dessins animés sont dans des plages horaires précises. Alors après, il y a des chaînes, il y a Gulli, il y a des chaînes qui sont... il y avait même une chaîne pour bébés qui s'était montée, je ne sais pas si elle existe encore. Il y a beaucoup de chaînes. Moi, je suis en train de travailler aussi justement avec ces acteurs-là, les acteurs à la fois de la télévision ou du numérique, pour essayer de voir comment est-ce qu'ils régulent tout cela, quels sont leurs critères pour proposer du contenu qu'ils estiment adapté à des enfants, parce que ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a parfois beaucoup d'actions, de publicité, d'actions marketing qui visent, par exemple, à intercaler une publicité pour un aliment sucré entre 2 dessins animés dans lequel l'enfant va avoir soit peur, soit avoir une autre forme d'excitation, et donc il va être ensuite incité, en voyant cette publicité, à réclamer à ses parents des aliments qui sont en plus mauvais pour la santé. Donc on voit bien qu'il y a effectivement un travail sur la façon dont on régule ces contenus-là, et ça c'est un travail à faire évidemment en partenariat avec ces acteurs-là. On peut quand même autoriser, ou c'est 0 écran entre 0 et 3 ans, ou de temps en temps on peut laisser un enfant regarder. Ce qui est recommandé, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce que l'on voit bien, c'est que en réalité, l'enfant, quand il est petit, son cerveau se développe et
tout ce qui peut lui permettre ce développement à la fois cognitif mais aussi le développement psychomoteur se fait ailleurs que face à un écran. Donc quelque part tout le temps devant un écran, c'est en plus du temps perdu par rapport à tout un tas d'activités même très simples, jouer avec une casserole et une cuillère en bois qui sont évidemment plus intéressantes pour l'enfant. Mais non, c'est pas parce qu'un enfant va regarder 10 minutes d'écran de temps en temps qu'il va y avoir des effets irrémédiables. C'est là où il ne faut pas diaboliser non plus les choses. Bon, c'est passionnant et je rappelle que cette tribune a été co-signée par des acteurs, des gens très très différents. Il y a Nicolas Sirkis du groupe Indochine, Gaspard Koenig, Benoît Hamon. Enfin, il y a énormément de gens qui vous soutiennent. Donc on est avec vous et tenez-nous au courant de la façon dont les choses avancent, parce que cette prévention est importante et indispensable. Merci à vous, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous ce matin, Caroline Janvier. Donc, vous êtes députée du Loiret. On se retrouve nous dans un instant pour commenter une autre actualité. À tout de suite.